Bonsoir et bienvenue sur Philosophie du soir. Je suis Thomas, et ce soir, nous explorerons ensemble l'une des questions les plus fascinantes de l'existence humaine. Qui êtes-vous vraiment? Plongez dans les mystères de l'identité, des penseurs antiques aux découvertes modernes, et découvrez comment votre moi se construit et se transforme à travers le temps. Si cette réflexion apaisante vous accompagne vers un sommeil serein, pensez à liker cette vidéo, cela aide énormément ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire philosophique vous aimeriez découvrir dans mes prochaines vidéos. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette méditation sur l'essence de votre être. Imaginez-vous debout devant un miroir, regardant votre reflet dans la pénombre douce du soir. Cette image familière vous renvoie un visage que vous reconnaissez, des yeux que vous avez vus des milliers de fois. Pourtant, une question surgit dans le silence de cette contemplation. Qui êtes-vous vraiment? Cette interrogation, aussi ancienne que l'humanité elle-même, nous accompagne depuis les premiers philosophes de l'Antiquité. Les penseurs grecs, il y a plus de 2000 ans, se posaient déjà cette question fondamentale. Héraclite d'Éphèse observait que nous ne pouvons jamais nous baigner deux fois dans le même fleuve, car l'eau qui s'écoule n'est plus la même. Mais il ajoutait quelque chose de plus troublant encore. Nous-mêmes ne sommes plus les mêmes. Votre corps, en ce moment même, renouvelle ses cellules. Chaque seconde qui passe, des milliers de cellules meurent, tandis que d'autres naissent. Au bout de 7 années, la plupart des cellules de votre organisme auront été remplacées. Vous êtes littéralement une personne différente, cellule par cellule, de celle que vous étiez il y a quelques années. Et pourtant, vous vous sentez être la même personne. Vous portez les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, les mêmes rêves qu'hier. Cette continuité de l'être, cette persistance du moi à travers le temps et les changements, constitue l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Le philosophe français René Descartes, au XVIIe siècle, tentait de résoudre cette énigme par la célèbre formule « Je pense, donc je suis ». Pour lui, l'identité résidait dans cette capacité à penser, à douter, à réfléchir sur sa propre existence. La pensée devenait le pilier inébranlable de notre identité, ce qui nous permettait d'affirmer avec certitude notre existence. Mais cette vision soulève elle-même de nouvelles questions. Vos pensées changent constamment. Vos opinions d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Vos préoccupations évoluent avec les saisons de votre vie. Si votre identité repose sur votre pensée et que celle-ci se transforme sans cesse, où se trouve alors votre véritable moi? L'écrivain Marcel Proust explorait cette question à travers les méandres de la mémoire. Dans sa monumentale œuvre, À la recherche du temps perdu, il montrait comment un simple goût, celui d'une madeleine trempée dans le thé, pouvait faire ressurgir tout un pan oublié de notre identité. Comme si nous étions composés de multiples couches temporelles, de strates de souvenirs qui se superposent et se mélangent pour former ce que nous appelons notre moi. Les neurosciences modernes apportent un éclairage fascinant sur ces questions anciennes. Elles nous révèlent que notre cerveau ne cesse de se reconfigurer, créant de nouvelles connexions, abandonnant d'anciennes voies neuronales. Cette plasticité cérébrale signifie que votre cerveau d'aujourd'hui
est physiquement différent de celui d'hier. Certains patients ayant subi des lésions cérébrales voient leur personnalité se transformer du tout au tout. Des individus calmes deviennent impulsifs. Des personnes généreuses développent des comportements égoïstes. Ces cas troublants nous interrogent. Si notre identité peut changer à la suite d'une modification physique du cerveau, qu'est-ce qui constitue réellement notre essence? La tradition bouddhiste propose une perspective radicalement différente. Elle enseigne que le moi, tel que nous le concevons, est une illusion. Selon cette vision, nous ne sommes qu'un flux constant de sensations, de pensées et d'émotions qui s'enchaînent, sans qu'il y ait une entité permanente qui les unifie. Comme un fleuve qui semble continu, mais n'est en réalité qu'un écoulement perpétuel d'eaux différentes. Notre identité ne serait qu'une construction mentale, une histoire que nous nous racontons pour donner du sens à notre existence. Cette vision peut sembler vertigineuse, voire effrayante. Elle remet en question nos certitudes les plus profondes sur nous-mêmes. Pourtant, elle porte aussi en elle une forme de libération. Si le moi n'est qu'une construction, alors nous avons le pouvoir de le reconstruire, de nous réinventer, de choisir qui nous voulons être à chaque instant. L'enfant que vous étiez à 5 ans avait des rêves, des peurs, une façon unique de voir le monde. Cette petite personne riait aux éclats devant des choses qui vous laissent aujourd'hui indifférents, pleurait pour des raisons que vous ne comprenez plus. Et pourtant, quelque chose d'elle vit encore en vous, quelque chose d'ineffable qui traverse les années et unit tous les âges de votre existence. Les psychologues appellent cela la continuité narrative. Nous sommes les auteurs de notre propre histoire, tissant les fils de nos expériences pour créer un récit cohérent de notre vie. Nous sélectionnons certains souvenirs, en oublions d'autres, réinterprétant constamment notre passé à la lumière de notre présent. Cette histoire que nous nous racontons devient notre identité. Mais cette narration de soi n'est pas toujours fidèle à la réalité. Notre mémoire nous joue des tours, embellit certains épisodes, en assombrit d'autres. Des recherches ont montré que chaque fois que nous nous souvenons d'un événement, nous le modifions légèrement. Nos souvenirs ne sont pas des photographies figées, mais des œuvres d'art en perpétuelle évolution, retouchées à chaque évocation. Le philosophe écossais David Hume, au XVIIIe siècle, avait une vision particulièrement troublante de cette question. Pour lui, quand il tentait d'observer son propre moi, il ne trouvait qu'une succession de perceptions qui se suivaient avec une rapidité inconcevable et qui étaient dans un flux et un mouvement perpétuel. Il ne parvenait jamais à saisir ce fameux « moi » en dehors de ses perceptions changeantes. Cette observation de Hume résonne étrangement avec les découvertes de la méditation contemplative. Les méditants expérimentés rapportent souvent qu'en observant attentivement leurs pensées et sensations, ils finissent par ne plus trouver trace d'un observateur permanent. Il n'y a que le flux de l'expérience elle-même, sans centre fixe, sans témoin immuable. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous fonctionnons comme si nous étions des entités stables et continues. Nous signons des contrats qui nous engagent dans le futur. Nous promettons des choses à nos proches. Nous planifions notre retraite. Toutes ces actions présupposent qu'il existera une continuité entre la personne que nous sommes aujourd'hui
et celle que nous serons demain. Cette tension entre l'expérience subjective de la continuité et la réalité objective du changement perpétuel trouve un écho particulier dans les relations humaines. Nous aimons nos proches non seulement pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais aussi pour toute l'histoire que nous partageons avec eux. L'amour, l'amitié, ces liens profonds qui nous unissent aux autres, semblent transcender les transformations individuelles et créer des identités relationnelles durables. Le sociologue George Herbert Mead proposait une vision fascinante de la construction de l'identité. Selon lui, le moi émerge de l'interaction sociale. Nous apprenons qui nous sommes en observant les réactions des autres à nos actions. Un enfant découvre qu'il est drôle quand les adultes rient à ses blagues, qu'il est intelligent quand on félicite ses réponses. Progressivement, il intériorise ses regards extérieurs pour former sa propre image de lui-même. Cette perspective suggère que notre identité n'est pas quelque chose que nous possédons en isolation, mais quelque chose qui émerge de nos relations avec autrui. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, et notre sens de soi se construit dans le miroir du regard des autres. Chaque interaction sociale contribue à façonner et à redéfinir qui nous sommes. L'anthropologue Margaret Mead, en étudiant différentes cultures, montrait à quel point notre conception de l'identité est influencée par notre contexte social. Dans certaines sociétés, l'individu n'existe pratiquement pas en dehors de son groupe d'appartenance. L'identité y est collective avant d'être personnelle. Dans d'autres cultures, au contraire, l'individu autonome et unique constitue la valeur suprême. Ces différences culturelles révèlent que notre façon de concevoir l'identité n'a rien d'universel ou de naturel. Dans le silence de la nuit, quand le monde extérieur s'apaise et que les bruits familiers de la journée s'estompent, notre esprit continue son travail invisible. C'est dans ces moments de calme que les questions les plus profondes sur notre identité remontent à la surface, comme des bulles d'air dans l'eau tranquille d'un lac. Le sommeil lui-même soulève des interrogations fascinantes sur la continuité de notre être. Chaque nuit, nous perdons conscience. Nous disparaissons temporairement du monde. Et pourtant, au réveil, nous retrouvons notre identité intacte, comme si un fil invisible avait maintenu la cohérence de notre moi à travers cette absence. Qu'est-ce qui garantit que la personne qui s'endort est bien la même que celle qui se réveille? Les rêves compliquent encore ce mystère. Dans nos songes, nous sommes parfois nous-mêmes, parfois des personnages totalement différents. Nous vivons des vies alternatives, explorons des identités multiples. Le moi du rêve peut être courageux alors que nous sommes timides, cruels, alors que nous sommes bienveillants. Ces explorations nocturnes de personnalités alternatives révèlent la fluidité potentielle de notre identité. Carl Gustav Jung, le célèbre psychologue suisse, voyait dans les rêves l'expression de parts cachées de notre personnalité. Il parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons, mais qui continue d'exister dans notre inconscient. Selon lui, l'intégration de ces aspects cachés était essentielle pour atteindre une identité complète et authentique. Nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être consciemment, mais aussi tout ce que nous rejetons ou ignorons de nous-mêmes. Cette vision jungienne trouve un écho dans les expériences de transformation profonde que vivent certaines personnes
au cours de leur existence. Des crises de milieu de vie, des deuils, des maladies graves peuvent révéler des aspects inattendus de notre personnalité. Des individus découvrent en eux des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas, ou au contraire, révèlent des fragilités qu'ils avaient toujours niées. L'écrivaine Virginia Woolf explorait ces métamorphoses identitaires dans ses romans révolutionnaires. Elle montrait comment nos pensées et nos émotions fluctuent constamment, créant un flux de conscience qui défie toute tentative de définition stable de soi. Pour elle, nous étions comme des vagues sur l'océan de la conscience, des formations temporaires qui émergent et disparaissent sans cesse dans le flot plus vaste de l'expérience. Cette métaphore marine trouve une résonance particulière quand nous contemplons les transformations que nous traversons au cours de notre vie. L'adolescent rebelle devient parfois un adulte conformiste. L'artiste bohème se mue en bourgeois rangé. Ces changements radicaux nous interrogent. Sommes-nous restés nous-mêmes ou sommes-nous devenus quelqu'un d'autre? Y a-t-il une essence immuable qui persiste à travers ces métamorphoses? Le philosophe français Henri Bergson proposait une approche dynamique de cette question. Pour lui, nous ne sommes pas des êtres figés, mais des êtres en devenir permanent. Notre identité réside précisément dans cette capacité à changer, à nous adapter, à évoluer. Nous sommes comme une mélodie qui se développe dans le temps. Chaque note nouvelle enrichit l'ensemble sans nier les notes précédentes. Cette conception musicale de l'identité éclaire d'un jour nouveau nos expériences de croissance personnelle. Chaque étape de notre vie ajoute sa propre couleur à la symphonie de notre existence. L'enfant que nous avons été n'est pas mort. Il continue de résonner en nous comme une note fondamentale qui donne sa tonalité unique à toute notre partition existentielle. Les traditions spirituelles orientales offrent une perspective complémentaire sur ces questions. Le concept hindou de réincarnation suggère que l'identité transcende les limites d'une seule existence. Nous porterions en nous les traces de vies antérieures, une mémoire karmique qui influencerait notre personnalité actuelle. Même si cette vision peut sembler éloignée de nos conceptions occidentales, elle pose des questions troublantes sur les limites temporelles de notre identité. La science moderne apporte des éclairages saisissants sur ces questions millénaires. Les études sur les jumeaux identiques révèlent des aspects fascinants de la construction de l'identité. Ces êtres qui partagent exactement le même patrimoine génétique développent pourtant des personnalités distinctes, des goûts différents, des parcours de vie uniques. Cela suggère que nous sommes bien plus que la simple expression de nos gènes. L'épigénétique, cette branche récente de la biologie, montre comment nos expériences peuvent modifier l'expression de nos gènes. Les traumatismes, les joies intenses, les stress prolongés laissent des traces moléculaires qui peuvent même se transmettre à nos descendants. Notre identité biologique elle-même porte les marques de notre vécu et de celui de nos ancêtres. Cette découverte révolutionnaire suggère que nous héritons non seulement des caractéristiques physiques de nos parents, mais aussi de leurs expériences émotionnelles. Un grand-père qui a vécu la guerre peut transmettre à ses petits-enfants, par voie épigénétique, une sensibilité particulière au stress ou à l'anxiété. Nous portons en nous l'histoire émotionnelle de nos lignées. Le neurologue Antonio Damasio
a révélé le rôle crucial des émotions dans la construction de notre sens de soi. Contrairement à la vision cartésienne qui opposait raison et émotion, Damasio montre que nos sentiments sont indispensables à la formation de notre identité. Nous ne pensons pas seulement notre identité, nous la ressentons dans notre corps, à travers 1000 sensations subtiles qui nous confirment, à chaque instant, que nous existons. Cette incarnation de l'identité trouve une illustration saisissante dans les expériences de dépersonnalisation. Certaines personnes, souvent à la suite d'un traumatisme ou d'un stress intense, perdent temporairement le sentiment d'être elles-mêmes. Elles se regardent vivre comme de l'extérieur, spectatrices étrangères de leur propre existence. Cette altération révèle à quel point notre identité dépend d'un sentiment intime et constant d'être présent à nous-mêmes. L'art et la création offrent des laboratoires privilégiés pour explorer ces questions d'identité. L'artiste, en créant, révèle des aspects cachés de lui-même, dialogue avec ses propres mystères intérieurs. Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Comme si l'acte créatif permettait de découvrir en soi des territoires inexplorés, des identités potentielles qui attendaient d'être révélées. L'acteur pousse cette exploration encore plus loin. En incarnant des personnages différents, il explore les multiples facettes de l'humanité. Certains comédiens rapportent que leur rôle les transforme durablement, révélant en eux des aspects de personnalité qu'ils ne soupçonnaient pas. Jouer un personnage généreux peut réveiller la générosité endormie. Incarner un personnage courageux peut développer le courage réel. Cette plasticité de l'identité révélée par l'art trouve un parallèle dans les pratiques thérapeutiques modernes. La psychothérapie repose sur l'idée que nous pouvons transformer notre rapport à nous-mêmes. En explorant notre histoire, en comprenant nos mécanismes psychologiques, en expérimentant de nouvelles façons d'être, nous pouvons littéralement nous réinventer. Les témoignages de personnes ayant vécu des transformations profondes sont bouleversants. Des individus sortent d'addictions qui les définissaient depuis des années, trouvent le courage de quitter des situations qui les détruisaient, découvrent des talents qu'ils avaient enfouis. Ces métamorphoses nous rappellent que notre identité n'est pas un destin figé, mais un projet toujours ouvert, une œuvre en perpétuel devenir. La technologie contemporaine pose de nouvelles questions sur l'identité. Nos avatars numériques, nos profils sur les réseaux sociaux, constituent-ils des extensions de notre moi ou des masques qui le dissimulent? Certains individus développent des personnalités en ligne très différentes de leur personnalité réelle, explorant ainsi des facettes de leur identité qu'ils n'osent pas exprimer dans leur vie quotidienne. Dans la contemplation silencieuse de ces mystères, une vérité douce émerge progressivement. Notre identité n'est peut-être pas quelque chose que nous possédons, mais quelque chose que nous faisons, à chaque instant, par nos choix, nos actions, nos relations. Nous sommes des verbes plutôt que des noms, des processus plutôt que des objets. Cette vision processuelle de l'identité rejoint les intuitions des mystiques de toutes les traditions. Maître Eckhart, le grand spirituel rénant du Moyen-Âge, parlait de l'éternel maintenant, cet instant présent où nous pouvons choisir qui nous voulons être. Chaque moment nous offre la possibilité de nous réinventer, de transcender nos conditionnements,
de devenir plus authentiquement nous-mêmes. L'authenticité, justement, constitue l'un des défis majeurs de notre quête identitaire. Comment distinguer ce qui en nous relève de notre essence véritable, de ce qui provient des influences extérieures, des attentes sociales, des rôles que nous endossons par nécessité? Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre affirmait que nous sommes condamnés à être libres, contraints de nous choisir, sans mode d'emploi préétabli. Cette liberté existentielle peut sembler vertigineuse. Elle nous place face à la responsabilité de notre propre création, de notre propre définition. Mais elle porte aussi en elle une promesse de libération. Si nous ne sommes pas déterminés par notre passé, nos gènes ou notre environnement, alors nous avons le pouvoir de nous transformer à chaque instant. Les pratiques contemplatives, qu'elles soient issues de traditions religieuses ou laïques, offrent des moyens concrets d'explorer cette liberté intérieure. La méditation, en nous apprenant à observer nos pensées sans nous identifier totalement à elles, révèle l'espace de liberté qui existe entre nous et nos contenus mentaux. Nous découvrons que nous ne sommes pas nos pensées, mais la conscience qui les observe. Cette découverte peut transformer radicalement notre rapport à nous-mêmes. Les émotions difficiles, les pensées négatives, les traits de caractère que nous n'aimons pas en nous, cessent de nous définir totalement. Ils deviennent des phénomènes temporaires qui traversent le ciel de notre conscience, sans pour autant constituer notre identité profonde. La compassion envers soi-même émerge naturellement de cette compréhension. Quand nous réalisons que nous ne sommes pas nos erreurs, nos échecs, nos moments de faiblesse, nous pouvons développer une relation plus bienveillante avec nous-mêmes. Cette bienveillance intérieure libère une énergie créatrice qui nous permet de nous transformer sans violence, avec patience et douceur. L'amour sous toutes ses formes joue un rôle central dans cette transformation identitaire. Être aimé nous révèle des aspects de nous-mêmes que nous ne percevions pas. Le regard aimant de l'autre fait émerger notre beauté cachée, notre potentiel endormi, nos qualités oubliées. Nous découvrons qui nous pouvons devenir à travers les yeux de ceux qui nous aiment. Réciproquement, aimer transforme aussi notre identité. L'amour nous fait sortir de nos limites égoïstes, nous ouvre à plus grand que nous. Le parent qui aime son enfant, l'ami qui soutient son compagnon dans l'épreuve, l'amoureux qui se découvre capable de sacrifices inattendus. Tous expérimentent cette dilatation de soi que produit l'amour authentique. Cette capacité d'expansion de notre identité par l'amour trouve son expression la plus large dans la compassion universelle. Certains êtres exceptionnels développent une empathie qui englobe tous les êtres vivants. Leur identité s'élargit progressivement jusqu'à embrasser l'humanité entière, voire la vie sous toutes ses formes. Cette expansion compassionnelle représente peut-être l'une des évolutions les plus nobles de l'identité humaine. Le temps, qui semblait au début de notre réflexion dissoudre notre identité dans un flux perpétuel, révèle finalement sa fonction créatrice. C'est dans la durée que nous tissons les liens significatifs, que nous développons nos talents, que nous approfondissons notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Le temps nous sculpte comme l'eau sculpte la pierre, avec patience et persistance. Alors que notre exploration des mystères de l'identité touche à sa fin, une image apaisante émerge de toutes ces réflexions.
nous pouvons envisager notre identité comme un jardin secret que nous cultivons jour après jour. Certaines plantes y poussent naturellement, héritées de notre famille, de notre culture, de notre époque. D'autres nous les semons consciemment, choisissant avec soin les valeurs que nous voulons voir fleurir en nous. Ce jardin intérieur demande de l'attention, de la patience, de l'amour. Parfois des mauvaises herbes y prolifèrent. Habitudes destructrices, pensées négatives, émotions toxiques. Nous apprenons alors l'art délicat du jardinage spirituel, sachant quand arracher et quand laisser pousser, quand tailler et quand laisser s'épanouir librement. Les saisons de notre existence apportent leur propre transformation à ce jardin intérieur. L'innocence de l'enfance fait place au questionnement de l'adolescence, puis à la recherche de sens de l'âge adulte, et enfin à la sagesse apaisée de la maturité. Chaque période a sa beauté propre, ses fleurs particulières, ses fruits spécifiques. La vieillesse, souvent redoutée dans nos sociétés obsédées par la jeunesse, révèle des aspects précieux de l'identité. Les personnes âgées témoignent souvent d'une sérénité particulière face aux questions d'identité. Ayant traversé de nombreuses transformations, elles savent que l'on peut changer tout en restant soi-même, que l'on peut perdre beaucoup tout en conservant l'essentiel. Cette sagesse de l'âge nous enseigne que notre identité la plus profonde ne réside peut-être pas dans nos accomplissements, nos possessions ou même nos relations, mais dans quelque chose de plus subtil et de plus stable. Une qualité d'être, une façon particulière d'habiter l'existence, une signature unique dans la symphonie du monde. Les moments de grâce que nous vivons parfois illuminent cette dimension essentielle de notre identité. Dans l'émotion esthétique devant un paysage magnifique, dans la communion silencieuse avec un être cher, dans la satisfaction profonde d'un travail bien accompli, nous touchons quelque chose d'inaltérable en nous. Ces instants nous révèlent que nous sommes plus que nos pensées, plus que nos émotions, plus que notre histoire personnelle. Cette dimension transpersonnelle de l'identité rejoint les intuitions des grands mystiques et des philosophes les plus profonds. Nous participons de quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes les expressions uniques d'une conscience plus vaste. Notre identité individuelle s'enracine dans une identité collective, humaine, puis cosmique. Cette vision peut sembler abstraite, mais elle se manifeste concrètement dans nos expériences les plus authentiques. Quand nous aidons spontanément quelqu'un dans le besoin, quand nous sommes touchés par la beauté de la nature, quand nous ressentons une joie sans raison particulière, nous expérimentons cette dimension universelle de notre être. Au terme de cette longue méditation sur les mystères de l'identité, nous pouvons peut-être nous réconcilier avec le caractère insaisissable de notre moi. Plutôt que de chercher une définition figée de ce que nous sommes, nous pouvons apprendre à danser avec le mystère de notre existence. Nous sommes à la fois ce petit enfant qui découvre le monde avec émerveillement, cet adolescent qui remet tout en question, cet adulte qui assume ses responsabilités, et cette personne âgée qui contemple sa vie avec sérénité. Nous sommes tout cela à la fois, et bien plus encore. Notre identité ressemble à une rivière qui coule vers l'océan. Elle a sa source dans notre histoire familiale. Elle traverse les paysages de notre époque
Elle reçoit les affluents de nos rencontres et de nos expériences. Parfois elle serpente tranquillement dans des plaines paisibles. Parfois elle dévale tumultueusement des rapides tumultueux. Mais elle coule toujours, fidèle à sa nature profonde, vers cette immensité qui l'attend. Cette image aquatique nous apaise et nous libère. Nous n'avons pas besoin de nous cramponner à une image fixe de nous-mêmes. Nous pouvons accepter nos transformations comme naturelles et nécessaires. Faire confiance au courant de la vie qui nous porte vers des rives inconnues, mais promises. Dans cette acceptation se trouve une forme de paix profonde. Nous cessons de lutter contre nous-mêmes, de nous juger pour nos changements, de regretter ce que nous ne sommes plus, ou de craindre ce que nous pourrons devenir. Nous apprenons l'art subtil d'être présent à nous-mêmes, dans toute notre complexité et notre simplicité. Chaque soir, quand nous nous préparons au sommeil, nous pouvons nous rappeler cette vérité apaisante. Nous sommes des êtres mystérieux et magnifiques, porteurs d'une histoire unique et participants d'une aventure collective. Notre identité se révèle non pas dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans la qualité de notre présence au monde et à nous-mêmes. Et dans le silence de la nuit qui vient, nous pouvons nous endormir avec cette certitude douce. Nous sommes exactement là où nous devons être. Nous sommes exactement qui nous devons être, dans ce moment précis de notre devenir. Le mystère de notre identité n'est pas un problème à résoudre, mais un cadeau à savourer, jour après jour, dans l'émerveillement renouvelé d'exister.